Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Impact et RSE organisée par la Cité de la RSE. Aujourd'hui, la thématique est harmoniser les relations interpersonnelles dans les moments clés de la vie de l'entreprise. Un sujet extrêmement intéressant, surtout que je pense que beaucoup d'entreprises organisées vivent aujourd'hui des moments clés. Et nous recevons Anne Claveau et Anaïs Matonnier pour pouvoir évoquer ce sujet ensemble. Je vous invite peut-être dans un premier temps, Anne et Anaïs, à vous présenter et puis à commencer à nous expliquer quels sont les enjeux vus de votre activité. Anne, peut-être d'abord. Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette émission. Alors, donc, je suis Anne Claveau, je suis coach certifiée, formatrice, consultante. Donc, moi, j'ai un passé d'une carrière donc, dans la banque, ce qui m'a permis d'avoir un certain nombre d'opportunités de changement. On verra qui sont utiles aujourd'hui dans mon métier, cette connaissance, et puis à la fois donc, sur des postes de support au siège et aussi beaucoup donc, en agence, donc directrice d'agence. Et donc effectivement, j'ai après évolué donc sur ce métier de coaching parce que ce qui m'a intéressé le plus, c'est cette prise de connaissance de comment manager au mieux pour faire en sorte en fait que une unité soit soit le plus rentable, le plus efficace possible, la plus performante, et ceci tant autant sur le plan humain qu'en termes de résultats. Voilà, donc je me suis orientée surtout sur l'intelligence émotionnelle parce que naturellement, ça a été mon style de management. Et donc là, aujourd'hui, on va parler plus de ce qui aussi me plaît le plus dans l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que c'est notre façon de nous exprimer, de libérer cette parole qui est en fait empreinte d'émotion parce que à chaque fois que nous échangeons avec quelqu'un, à l'origine, il y a une émotion. Alors quand c'est de la joie, c'est parfait, ou de la sympathie, c'est très bien. Lorsque c'est des moments qui sont un peu plus gênants, eh bien on a du mal effectivement à savoir comment nous exprimer. Malheureusement, souvent, du coup, on reporte ce discours, ce dialogue, cette intervention, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Et on va voir effectivement comment on peut, avec l'intelligence émotionnelle et puis effectivement aussi avec toutes les situations que vont nous exposer la Anaïs, comment on peut développer, harmoniser des meilleures relations et se rendre compte que par ce bien-être, on est beaucoup plus performant en fait, tout simplement. Merci Anne. Anaïs, donc, lancée chaleureusement par Anne sur votre Merci beaucoup, présentation. Anne. Oui, je suis ravie en plus d'être là et de pouvoir échanger. C'est hyper intéressant de croiser nos expertises. Donc, je suis Anaïs Matonnier, je suis consultante formatrice. J'ai cofondé Olympe pour accompagner les TPE, PME et simplifier tout le travail sur la marque employeur et l'expérience collaborateur, qui sont deux grands thèmes qui m'animent beaucoup. Donc, il y a du conseil, de la formation, des ateliers et avec on va dire, une philosophie vraiment autour de la ludopédagogie, parce que je crois beaucoup en fait à la puissance de la convivialité de ces moments pour créer des déclics, pour vraiment ancrer des émergences un peu plus par le corps que par le mental, et donc accompagner tous les changements et de co-création en douceur et durablement. Voilà pour la présentation d'Olympe. Je voulais du coup, quand on a préparé l'émission avec Anne, on s'est posé la question justement quels sont les moments qu'on pouvait comme ça identifier, qu'on pouvait vivre, qui pouvaient un peu coincer, être un peu en difficulté, et on a tout de suite évoqué les notions d'entrée et de sortie, c'est-à-dire vraiment cette notion d'intégration. Quand on a vraiment le côté, le petit nouveau, la petite nouvelle, on débarque, il suffit qu'on ait eu une scolarité un peu difficile, en plus, ça vient faire bien des rappels de premier jour de rentrée. Ça peut ne pas être évident et se rajouter à la valise. Et vraiment, en fait, quand on a discuté de ces moments-là, on s'est dit, OK, il y a vraiment l'intégration sur une nouvelle entreprise, donc j'apprends des nouveaux codes, je ne sais pas où je suis, c'est un peu compliqué. L'annonce de la sortie, mais on s'est dit, il y a aussi ces moments-là où j'annonce ma grossesse, donc je vais partir, un arrêt longue maladie, un congé parental, un congé maternité, comment je reviens aussi, c'est comme une forme de réintégration. Et ça peut être des moments dans l'entreprise qui peuvent être vécus de manière un peu compliquée, en tout cas qui sont chargés d'émotions assez fortes. Alors Anne, comment on traverse tout ça? En fait, Vous faites même les lancements les uns avec les autres. Alors, je précise juste, mes excuses Cécile, je n'ai pas cité comme participante Cécile Payan, qui est ma co-animatrice de cette émission. Voilà, je rattrape cette erreur de ma part et je passe la balle du coup à Anne.
Faites déjà le boulot entre vous, les filles. Oui, mais en fait, on se retrouve dans toutes ces situations qui sont, curieusement, je crois qu'il y a comme une sorte de déni sur ces situations, en disant que, bah, quelque part, ça devrait bien se passer, chacun va se mettre en place petit à petit, et puis voilà. Voilà, comme si les choses se faisaient naturellement, ou chacun pense d'ailleurs que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre en charge et qui va faire en sorte que. Bon, personnellement, et alors ayant beaucoup changé dans la banque, je suis retrouvée dans des banques différentes d'ailleurs, je me suis retrouvée dans des situations où, je suppose que tout un chacun l'a vu, on arrive, on n'a même pas ses codes pour travailler, pour ouvrir son ordinateur. Voilà, enfin, on a le minimum où on se retrouve dans les premiers jours dans une espèce de vague, c'est-à-dire, bon, quand on est en situation également de responsabilité, on n'a pas effectivement les signatures. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a un peu cette nécessité. Alors, je pense que dans des grandes structures, il y a quand même une sorte de checklist de tout ce qu'il faut faire pour accueillir, mais elle n'est pas seulement matérielle, en fait, il faudrait vraiment un accompagnement pour, je dirais, vraiment prendre le temps de présenter, de parler, d'échanger, de montrer, effectivement, de présenter l'équipe, et puis même, je dirais, un peu de baisser les masques en disant, effectivement, aujourd'hui, c'est un premier jour, et certainement, il y a un petit peu d'anxiété, mais de part et d'autre, en fait, parce que souvent, on pense à l'anxiété du salarié qui arrive et qui se dit, bon, ben voilà, j'intègre et j'espère que je vais m'y plaire et que ça va fonctionner et qu'on va m'apprécier, enfin, dans l'essence. Mais en fait, pour l'entreprise, le challenge est important aussi. Il y a un coût réel d'embaucher quelqu'un, et donc ça paraît assez naturel de mettre toutes les chances de son côté pour faire que l'accueil se passe au mieux, que le salarié se sente au mieux dans cette entreprise, et puis qu'il n'y ait pas de turnover. On joue beaucoup en fait sur l'intelligence émotionnelle, sur tout ce qui est ces moments de stress qui entraînent de l'absentéisme, bon voilà, donc et puis jusqu'au turnover en fait, hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler. C'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles des équipes. C'est vrai que quand je parle de l'intégration, je dis souvent une intégration, c'est vraiment pas neutre en fait. Même pour les personnes qui vont accueillir, c'est sûr, soit c'est une ouverture de poste, soit c'est un remplacement. Donc c'est censé être une solution, c'est-à-dire quelque chose de positif. Mais parfois, l'équipe, si elle n'est pas accompagnée à accueillir aussi, et c'est intéressant de travailler les deux côtés, ça peut être vécu comme quelque chose qui vient déséquilibrer leur quotidien. Ça reste, c'est un peu le côté instinct animal. Tout d'un coup, c'est l'inconnu, entre guillemets, qui arrive. Donc, ça peut créer une forme de défiance aussi. Et donc, c'est intéressant d'accompagner finalement, parce qu'on ne vit pas la même chose. Bien sûr, la personne qui arrive et les équipes qui reçoivent ne vivent pas la même émotion. Mais je trouve intéressant, pour que vraiment ça matche et que ce soit hyper efficace, d'accompagner les deux parties. Voilà. Donc, C'est très juste ce que tu dis en fait, parce que quand on intègre en fait une nouvelle personne, alors qu'elle soit salarié ou que ce soit un manager d'ailleurs qui arrive, donc il y a toujours cette appréhension. Et alors en plus, on est quand même aussi, moi j'aime bien parfois reprendre des dictons qui sont très très bêtes, mais en fait qui ont un fond de la façon dont nous avons été élevés culturellement. Et lorsque vous avez une nouvelle personne qui arrive, votre nouveau manager, c'est un peu ah oui, mais on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. c'est terrible, ces phrases qui polluent. Alors que déjà, en fait, et d'ailleurs, sur votre job, quand on change de job, c'est oui, mais tu sais d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Donc, de toute façon, on part en fait avec cette espèce de poids et ce stress, et comment on dépasse ça en se disant, mais tiens, mais non, mais si c'est une super opportunité, en fait. Et c'est pas seulement rester dans du positivisme, effectivement. Oui. C'est que, comme tu le dis, quand on intègre comme ça une équipe, il y a ce qu'on appelle cet instinct grégaire instinctif, et chacun, dans un niveau de systémie, en fait, doit retrouver son équilibre et sa place. Où est-ce que je vais me situer par rapport aux autres? Et donc, effectivement, c'est aussi son charisme, son leadership qui est en cause, en fait, hein. Et alors, on a besoin, alors en intelligence émotionnelle, il y a un grand travail, en fait, de prise de conscience de soi, de confiance en soi, de conscience de ses émotions, de les accueillir, d'être capable de se rendre compte de ça. Et quand déjà, rien que cette prise de conscience, en fait, ce qu'on appelle un peu se mettre en position méta, donc cette prise de conscience nous permet de mieux interagir. Et alors, ça permet, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est déconstruire toutes ces croyances, toutes ces peurs, ces craintes, et voilà, et essayer d'être sur quelque chose de beaucoup plus, une ouverture en fait, une empathie et une possibilité de prise d'initiative, de créativité en fait, d'innovation. Alors, dans le cadre de cette émission, Cécile et moi jouons le rôle de témoins, c'est-à-dire que nous essayons toujours de ramener à ce que le spectateur peut avoir comme question qui arrive à ce moment-là. Et moi, j'ai une question, c'est
vous parlez de l'une comme l'autre de situations très claires et en expliquant comment il serait bon de réagir sur cette situation-là. Mais là, si on est sur un inné qui ne permet pas cette réaction-là, comment est-ce qu'on peut travailler pour pouvoir, dans l'avenir, se mettre en situation de réussite là-dessus? Est-ce que ça passe par une prise de conscience personnelle? Est-ce que ça passe par un travail collectif sur l'équipe, de formalisation de l'accès? Est-ce que ça passe par une compréhension des différentes typologies? Enfin, voilà, concrètement, moi, dirigeant d'entreprise ou moi-même employé dans une équipe où quelqu'un va arriver, comment je fais pour m'améliorer durablement sur ce genre de situation? J'ai envie de dire tout à la fois, Rémi, dans ce qui est proposé. Sur la partie de l'entreprise, en tout cas, on est sur cette notion de parcours, c'est-à-dire pour les entrées, les sorties, plus le parcours est identifié, il est clair pour tout le monde, c'est-à-dire il est clair pour la personne qui va arriver ou réarriver, et il est clair pour les équipes qui vont accueillir. Déjà, plus on est en terrain connu. Encore une fois, plus on crée de l'habitude, du réflexe, des rituels, et déjà moins cette notion de générer un changement, un bouleversement, ça va moins comme ça être angoissant parce que quand on annonce son départ, on sait quelles sont les étapes, tant chronologiques que ce qu'on va nous demander, et même ça va permettre de nous interroger sur ce dont on a besoin pour pouvoir l'exprimer, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de poser aussi soi-même ses besoins. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis au niveau de la communication, c'est toujours pareil, parce que c'est vrai que ça, c'est hyper important. Les entrées et les départs sont parfois tabous. On arrive, personne n'est au courant qu'on arrive. C'est terrible pour la personne qui arrive et pour les équipes qui reçoivent. On est sur la considération. Voilà, c'est assez important. Donc vraiment, la notion, si je devais donner 2 bonnes pratiques pour que ce soit le mieux vécu possible, ça sera vraiment cette notion de parcours qui est claire et identifiée et une bonne communication pour que l'information circule et qu'on puisse se l'approprier. Alors moi, je vais rebondir effectivement sur ce que tu dis, Rémi. Il y a une chose qui est très importante déjà, c'est que, et qui est très encourageante, c'est que la plasticité neuronale de notre cerveau nous permet d'évoluer. Donc déjà, cette idée, alors encore en fait, de on ne change pas, n'est pas une réalité. On a tout à fait la capacité de changer. Et ça s'inscrit effectivement donc, dans une démarche de petits pas et d'automatisme que l'on met en place. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, pour surenchérir effectivement sur ce que dit Anaïs, alors ça se fait, moi je le gère à la fois soit en coaching individuel, soit effectivement à travers des ateliers, donc sur des situations d'équipe, en travail effectivement collectif, parfois même en immersion d'entreprise, effectivement, pour se rendre compte un petit peu de tous les points un peu négatifs, en fait, les points faibles, les signaux faibles sur lesquels on peut interagir. Et en fait, il y a des outils très faciles, alors à la fois de prise de conscience et d'aller solliciter en fait ce que j'appelle l'intelligence adaptative par certains outils et se rendre compte qu'effectivement, on peut déconstruire en fait nos modes de pensée, nos comportements. Et j'aime bien aussi la façon de réagir en fait, enfin ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est-à-dire il est souvent, il est en fait, enfin de base, je dirais qu'il est nécessaire d'avoir ce cadre dans lequel on doit évoluer. Curieusement, on a besoin de ses limites et de ses repères. C'est un côté quand même qui nous rassure et on a vraiment besoin d'être rassuré, alors d'autant plus aujourd'hui où en fait notre monde est en permanence empreint d'incertitude. Donc avoir un cadre comme ça, c'est confortable. Et à l'intérieur, du coup, ça va nous permettre d'avoir une souplesse et une fluidité à l'intérieur de ce cadre qui se fait à travers notre effectivement capacité à communiquer, à nous exprimer en toute liberté, on va dire. Alors la liberté, ça ne veut pas dire qu'on peut tout se permettre de dire et n'importe comment, bien au contraire, c'est effectivement développer cette assertivité et d'être capable d'être à l'écoute. La communication, avant toute chose, c'est quand même de l'écoute en fait. Hein. Donc ça paraît curieux, mais non, on commence par l'écoute pour pouvoir communiquer comme il faut. Voilà. On entend bien qu'il faut savoir accueillir l'émotion dans l'entreprise, ce qui n'est pas a priori quelque chose qui va de soi. Mais où se trouve la limite entre accueillir l'émotion, son émotion et l'émotion de ses collaborateurs et une intrusion, je dirais, de la vie ou une prégnance de la vie privée dans la vie professionnelle? Alors, en fait, là, je crois que ça va rester très, très personnel quand même. On est très loin quand même aujourd'hui de se dire que nos émotions, il faut les laisser à la porte de l'entreprise. On sait très bien qu'effectivement, tout ce que l'on vit dans notre vie personnelle va forcément interagir dans notre vie d'entreprise. Alors, ça paraît d'autant plus évident après l'année qu'on vient de passer.
chacun a réagi à cette période de Covid, de maladie, de télétravail, de peur en fait aussi de la maladie. Alors certains avec une certaine totale désinvolture et d'autres avec effectivement une angoisse terrible. Donc en fait l'idée c'est bien de savoir écouter, et écouter c'est écouter le comportement en fait aussi de l'autre. C'est comprendre en fait sa gestuelle. On se rend bien compte, on dit que 80% de notre communication est non verbale. Et effectivement, on se rend bien compte jusqu'où la personne est capable d'aller. En général, c'est ses freins, ses craintes, ses peurs. Et la mise en confiance et une écoute active en fait, et une réelle, sans jugement, une empathie, permet en fait de libérer un certain nombre de choses. On n'est pas obligé d'aller parler de son intimité, c'est pas ça en fait, se libérer émotionnellement. C'est être capable de mettre des mots sur juste en ce moment, voilà ce que je ressens, je suis déçue, voilà, je suis en colère, je suis frustrée. Vous voyez, c'est des choses très très simples en fait. On a un vocabulaire très riche en fait sur nos émotions que l'on n'utilise pas, puisqu'en général on dit ça va ou ça va pas. Et plus souvent ça va, et ça va avec un sourire. Et en fait, ça va pas. Et quand ça va pas, c'est ça va. Donc ça reste quand même très limité pour savoir comment interagir, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Anaïs peut peut-être apporter un autre regard, c'est-à-dire que… Je voulais justement rebondir justement sur voilà. ce que tu disais, Cécile, cette notion de collectif. À quel moment cette notion d'individu, de collectif? Moi, je sais que c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui va être co-création des parcours, puisque j'arrivais avec un peu cet éclairage-là, c'est-à-dire que pour que ce soit bien vécu et que ce soit identifié, à partir du moment où on va dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on a décidé? On va créer le parcours d'intégration, le parcours de sortie, parce qu'il y a des bons ingrédients, mais il n'y a pas de recette magique universelle. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner dans une entreprise ne va pas forcément fonctionner dans l'autre, en fonction de la culture d'entreprise de chacun. Et donc, du coup, pour se poser la question de si est-ce que tout ce qu'on a envie de vivre ensemble, ça nous correspond, on a quand même un terrain commun et que chaque individualité peut quand même s'y retrouver, c'est important de le co-créer. Parce que du coup, ce n'est pas une personne ou un service qui décide unilatéralement que ce parcours-là, c'est le meilleur, c'est celui qui correspond. Donc déjà, de partir des équipes, de qu'est-ce que vous voulez vivre vous et qu'est-ce que vous pensez qu'il est intéressant pour bien être intégré ou justement pour gérer votre sortie, parce que je sais que souvent, on parlait justement des fois de la négativité autour de certains thèmes. Et donc, c'est vrai que la sortie des collaborateurs, c'est quelque chose qui est vécu de manière anxiogène, alors qu'on peut travailler joyeusement sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre au moment où il faut partir. Et vraiment de le co-créer à froid avec les équipes, c'est hyper décomplexé et c'est hyper intéressant parce que du coup, dans ce qui émerge, dans cette notion de co-création de l'offboarding, il y a quelque chose où, OK, on est tous, il y a une vision partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une vision commune, ce n'est pas du 100% adhésion de chacun, mais on est d'accord sur la vision partagée en fait, de ce qu'on va vivre ensemble, que ce soit en différents moments en fait, des étapes de vie dans l'entreprise, dans la structure. Et ça permet d'y mettre un peu de soi et d'être OK, ce qui fait aussi que du coup, on est moins en réaction ou en difficulté, en résistance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça va permettre aussi individuellement à chacun de pouvoir s'approprier ça et du coup de mieux le vivre. Donc, je pense que c'est aussi un bon axe en fait pour travailler et faire en sorte on va dire, d'enlever un peu toute cette notion d'émotion parce qu'elle a sa place dans l'entreprise. De toute façon, oui, c'est sûr, on en a tellement entendu. Ta vie perso, elle reste à la porte de l'entreprise. Dans la réalité, ça n'existe pas. Donc, voilà, maintenant, ça y est, on en parle, on ouvre le débat là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ensemble de tout ça? Sans, justement, on évoquait tout à l'heure cette notion de limite. L'idée, c'est pas non plus un stage de développement personnel de l'entreprise. C'est pas là pour uniquement verser sa poubelle d'émotions. C'est comment on collabore ensemble. Et voilà, c'est ce juste milieu entre l'expression quand même de soi. On ne peut pas non plus complètement couper. On crée ensemble, on décide, on arbitre ensemble sur la place justement des émotions, comment on vit, c'est quoi les moments clés ici, etc. Et je pense que ça permet de cheminer aussi individuellement. Si j'ai tout à fait dans ton sens, et si je peux rebondir un peu dessus, en fait, c'est cette idée aussi, lorsque l'on peut s'exprimer, qu'on co-crée comme ça, alors on est effectivement sur des valeurs partagées, donc c'est pour ça que ça reste une identité à chaque entreprise, mais il y a aussi en fait une volonté à un moment donné de travailler sur un climat de transparence et d'authenticité, de confiance.
parce que, pour revenir sur ce que tu disais, Cécile, comment exprimer ou pas, effectivement, jusqu'à quel point exprimer ce que l'on vit à l'extérieur, mais parfois, il vaut mieux en fait pouvoir écouter, qu'un manager écoute un de ses salariés qui arrive aujourd'hui, qui effectivement rencontre des difficultés dans sa vie personnelle, et de prendre ces 5-10 minutes pour l'écouter, en fait. Eh bien, ça va lui permettre à ce collaborateur de passer sa journée et de travailler de manière effective parce qu'il aura laissé un certain nombre de choses, il se sera libéré. Après, c'est vrai qu'il y a la position du manager à savoir aussi recevoir tout ce genre de choses sans que ça l'affecte trop. Hein. Donc, voilà, il y a tout un travail effectivement sur soi, mais il y a cette liberté, effectivement, je dirais vraiment cette flexibilité dans cette façon de s'exprimer sans y mettre trop d'enjeux et de poids en fait sur ce que l'on dit et sans avoir une menace sur ce que l'on va dire en fait. C'est surtout ça qui est essentiel aussi. Je crois que cette notion de déversoir est un paramètre extrêmement important et extrêmement compliqué aussi en même temps hein, pour les interlocuteurs vers qui on va aller. Il faut être prêt à recevoir, il faut savoir, comment traiter ce qu'on reçoit, à ne pas aller trop loin, garder un rôle d'écoute mais sans intervention tout en étant le réceptacle de choses, d'émotions qui sont qui ont un impact sur mon activité du quotidien. Voilà, on est sur un sujet qui mériterait d'ailleurs peut-être même qu'on aborde une question d'émission comme ça sur comment recevoir l'autre quand il vient dans le cadre professionnel et comment ne pas rester avec un mur froid pour pouvoir améliorer la performance de l'ensemble des parties prenantes. Merci. Ça me fait rebondir du coup ce qui est évoqué là sur le sujet dont on a parlé un peu plus naturellement sur la notion de double loyauté qu'on évoquait du coup parce que justement cette notion je trouve pour les managers c'est pas évident, c'est-à-dire qu'on doit à la fois obtenir la confiance de sa direction et porter le projet d'une entreprise, qu'on y adhère ou pas, etc. Ça fait partie de notre rôle et en même temps avoir la confiance de notre équipe, qu'elle se sente dans un cadre sécurisant pour travailler. Et des fois, c'est pas toujours évident d'articuler les deux. Quand on est dans une adhésion complète, c'est très, très simple. Quand on fait tampon et qu'on doit, voilà, c'est pas toujours facile de se sentir aligné sur, OK, à quel moment j'écoute, à quel moment je recadre, à quel moment je crée l'adhésion. Et des fois, c'est difficile parce que nous-mêmes, on n'est pas à 100% dans l'adhésion, mais ça fait partie du job, on doit quand même la générer. Et c'est vrai, c'est comment je gère ça émotionnellement, cette position-là et qui a un rôle d'articulation et qui n'est pas toujours facile. On a diffusé l'un des premiers podcasts qu'on a diffusé était justement sur la thématique de la solitude du dirigeant d'entreprise. Ah oui. Du manager hein, à tous les niveaux. Je parle beaucoup de dirigeants d'entreprise, l'étant moi-même, mais du manager à tous les niveaux, même si on manage qu'une seule personne. Il y a une vraie solitude par rapport à ces questions-là. Oui, Cécile. Et Anaïs, quand on en a discuté en amont de l'émission, tu parlais de double loyauté et Anne évoquait, elle, une double contrainte. Et ces deux regards-là sont très intéressants. Oui, ben, effectivement, alors c'est vrai. Alors je rebondis aussi sur ce que disait Rémi, parce qu'effectivement, alors moi, dans mon travail précédent de directrice d'agence, lorsque j'ai ressenti très fortement effectivement cette solitude, cet isolement du dirigeant. Alors curieusement, dans une posture où moi, j'étais quand même effectivement dans sa partie prenante aussi, dans son accompagnement de son entreprise, mais avec des moments où j'ai eu des dirigeants, moi, dans mon bureau, qui, une fois l'échange concernant la banque était fait, et bien après, il y avait ce moment où c'est juste parler de tous mes soucis, d'association, de projets, de rentabilité, etc. Comme si en fait ils osaient enfin baisser la garde. Et c'est essentiel en fait. C'est-à-dire que souvent, moi, quand j'interviens en entreprise, j'aime bien dire qu'il faut commencer par coacher le dirigeant, ou au moins qu'il soit partie prenante. Si lui-même ne l'est pas, on pourra coacher tous les autres managers ou faire des formations, des ateliers. Il y a un moment donné où on atteindra assez rapidement ce point de limite. Et je l'ai eu récemment le cas où effectivement je suis intervenue en disant mais bon, on ne peut pas demander à une personne de changer son comportement à partir du moment où tous les autres ne changent pas le leur et en fait sont en effet miroir sur le comportement qu'on a demandé de corriger. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc cette double contrainte, c'est celle-là en fait. C'est se dire comment je fais par rapport moi à mes valeurs. Donc parfois jusqu'à un certain niveau, j'arrive en fait à m'adapter et à répondre à ce que demande mon N+1 et en même temps à protéger, rassurer, à donner les meilleurs éléments et l'enthousiasme nécessaire à mon équipe pour qu'ils travaillent. Et puis il y a un moment où en fait
Moi, j'appelle ça aussi le niveau quand on a atteint son niveau d'incompétence émotionnelle. Et effectivement, vous savez, c'est ce moment où vous avez eu tous des managers qui vous ont dit, ou des patrons, bah, écoute, tu fais comme ça, tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas de moyens, comment ça, tu n'es pas assez doué pour y arriver? Et en fait, ça, c'est juste, c'est pas quelqu'un qui sait exactement qu'à ce moment-là, effectivement, il ne donne pas les moyens. Mais il ne peut pas le reconnaître, il ne peut pas exprimer. Et c'est là où je reviens sur cette authenticité. On est tous capables d'entendre que la situation, elle n'est pas idéale. Ouais, regardez, depuis je fais encore référence parce que c'est vrai que c'est un cas d'école, hein, cette année que l'on vient de vivre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on était bien obligé de dire sur un chef d'entreprise, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il faut oser dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ne peut pas tout savoir, il faut qu'il accepte de reconnaître qu'il ne sait pas. Et lorsqu'il donne s'exprime comme ça auprès de ses collaborateurs, chacun déjà se trouve responsable de ce qu'il peut faire, et non pas infantilisé, et se retrouve donc du coup être en capacité de se dire moi aussi j'ai peut-être quelques solutions, et si on échange ensemble, on va trouver un certain nombre d'idées innovantes et effectivement créer en fait cette intelligence collective et cet esprit d'équipe. Hein. Merci beaucoup Anne et Anaïs. Là, on vient en fait de dresser, et je conclurai là-dessus, on vient de dresser le tableau de ce qui est un bon point de départ pour aller vers une gouvernance partagée. Et qui est à la fois, la gouvernance partagée est à la fois un objectif et un moyen. Et donc voilà, pour pouvoir aller dans cette direction-là qui est plus vertueuse et qui apporte tellement aux entreprises, il faut commencer par oser s'affirmer en tant que soi et donc savoir se positionner dans le monde, dans la sphère professionnelle par rapport au privé, recevoir, donner, voilà, sur des sujets extrêmement intéressants. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Merci Anne, merci à toutes les deux. Merci Cécile, et puis à très vite pour une prochaine émission. À Au revoir. bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.